Quand on prend la parole, par exemple, quand on va faire un discours, le premier mot qu'on dit, l'exorde, justement, la première phrase qu'on dit, on l'a dit avec une certaine puissance, une certaine force, parce que dedans il y a tout le stress finalement qui sort et qui est là en mode ok, c'est bon, je te donne la force, mon pote. Quand on est au théâtre, le premier geste, la première entrée sur scène, ça nous donne justement l'impulsion, le stress il est là, il nous donne la force. Pareil pour la danse, quand on arrive, je sais pas, si on fait un saut, si on glisse, si on arrive tout doucement même, justement le stress nous donne cette impulsion là. Donc il faut vraiment réussir à utiliser le stress et pas essayer justement de le gommer. Quand on le gomme trop, il arrive à un moment donné, on arrive sur scène, on est tout mou. On comprend pas, on se dit bah je stresse pas là pourtant, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, on est tout mou, il nous manque de l'énergie. Donc le stress, parfois il faut le laisser nous envahir, pas trop pour pas avoir la crise de panique, mais l'utiliser. C'est comme tous nos défauts finalement, il faut utiliser nos défauts plutôt qu'essayer de les gommer. Bienvenue sur la vraie liberté. Tu connais. Je préfère le mec qui connaît, mais je l'ai lu sur le micro en fait. C'est l'ancien logo, ça, tu vois. Ouais. Mais du coup, t'as pris quand les cours Florent? C'est quand que t'as appris les cours? Cette année. Ouais, j'ai commencé cette année. Ouais. On commence l'interview ou pas du tout? Tu me dis? Parce que si je me mets en mode oui, alors voilà. Bah après, l'idée, ouais, c'est plus de faire un échange entre nous. Toi, Non, mais oui. Il n'y a pas de pression, je suis pas là pour le piéger. Non, je suis pas là pour le piéger, je fais mon projet de façon bénévole. Tranquille. Et du coup, Ok, ça va. elle est là pour le juger. T'as un public en plus aujourd'hui, c'est bien. Ouais, et s'il y a des choses que tu veux pas dire, tu me le dis, et au pire, on coupera au montage. Ou de toute façon, je t'enverrai le montage si jamais tu. Non, voilà. je pense à rien. Il n'y a pas de pression, quoi, voilà. Je pense à rien, tout va bien. Tout va bien. De toute façon, t'es habitué maintenant à parler dans le micro et tout ça. Je suis habitué. Et ben non, parce qu'en tant qu'orateur, on doit parler sans micro. Ah ouais. Donc par conséquent, avoir un micro, et même au théâtre. Au théâtre, l'idéal, c'est de plus jamais avoir de micro. Ouais. Donc. C'est bien porter sa voix, tout ça. Ouais. Et même à la radio, t'as fait un peu de radio aussi. C'est vrai, oui, j'ai fait un peu de radio. C'était une chouette expérience, magnifique. C'est trop bien. T'as arrêté quoi à cause du temps, c'est ça? Non, j'ai arrêté parce que l'émission de radio sur laquelle j'étais, en fait, elle durait juste la durée de l'été, en fait. Ah ok. Du coup, ouais. Donc c'était super bien. Enfin, c'est dommage que ça se soit arrêté. J'aurais bien continué parce que c'était super enrichissant de devoir écrire. Ah, ton croissant terrible. Merci beaucoup. De devoir écrire comme ça sur un thème, enfin sur l'actualité, donc être limite en impro total ou presque. Donc c'était très enrichissant. J'adorais. En plus, t'es dans ton élément, quoi, du coup. Bah, finalement, dans l'impro, on n'est jamais vraiment dans son élément, étant donné qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose d'imprévu. Et mais c'est tellement génial, finalement. C'est la vie, quoi. Ouais, la vie, c'est ça. Bah, du coup, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il y en a qui ne te connaissent pas. Ok. Eh bien, bonjour, je m'appelle Eddy Monio, je suis comédien. J'ai 20... Mince, je connais pas mon âge. Quel âge J'ai entre 24 et 25 ans, je ne sais plus. On va pas le dire. J'ai gagné un concours qui s'appelle Eloquentia en 2015 et qui était en fait l'année où j'ai remporté le concours. Il y avait un documentaire qui était filmé sur ce concours et donc j'ai eu la chance que le monde entier voit ma victoire. Non, pas du tout. J'ai eu la chance de participer à cette merveilleuse aventure qui a changé ma vie, qui m'a totalement transformé. Et maintenant, je suis au cours Florent, en plus d'être comédien. Je joue dans une pièce avec Michel Jonas qui s'appelle Les Fantômes de la rue Papillon. J'ai écrit mon propre spectacle qui s'appelle Comédie, qui sortira en mars prochain. Je suis super heureux, la vie est belle et j'aime ma mère plus que tout. Est-ce que tu habites toujours à Corcy ou pas? J'habite toujours à Corcy, oui. Tu peux expliquer comment tu fais du coup pour aller jusqu'à la gare? Tu vas à pied? Tu vas encore à pied ou pas? C'est ça. En fait, j'habite à Corcy. Corcy, c'est un petit village de l'Aisne de 150 habitants. Enfin... Au dernier recensement, il disait qu'il y en avait 300, mais c'est pas possible parce que c'est pas possible. Donc il y a 150 habitants à Corcy. Et en fait, il y a une gare dans Corcy, mais aucun train s'y arrête parce que la SNCF a décrété qu'il y avait personne qui prenait le train. Bah si, il y avait moi en fait. Excusez-moi la SNCF d'exister. Et en fait, la gare la plus proche se trouve à 10 km. La gare où il y a un train qui passe, elle se trouve à 10 km. Et pour y aller, il n'y a pas de transport. Et donc, par conséquent, je fais le trajet à pied. Parce que je n'ai pas le permis. Je ne veux pas l'avoir pour 1000 raisons. Et en fait, j'adore la marche. Donc, par conséquent, moi, ça me fait énormément plaisir de faire ces 10 km à pied. De voir un paysage magnifique, de marcher, de réfléchir, de penser à plein de choses. C'est juste formidable. Je le souhaite à tout le monde, d'ailleurs. Si vous avez la possibilité de prendre le train, ne le faites pas. Faites plutôt 10 km à pied. Je vous assure, ça va vous faire beaucoup de bien.
Mais j'ai l'impression que tu vois le côté positif des choses, mais il y en a qui pourraient le prendre mal, tu vois, genre de marcher à pied 3 heures tous les matins. Je sais pas combien de temps tu mets. Et ben, avant, je mettais 2 heures. Ouais. Maintenant, je mets 1h20 quand je suis en forme. Ah. Donc, moi, je kiffe. rapide, Mais ouais. c'est génial parce qu'en fait, c'est-à-dire que petit à petit, je vois faire des progrès de marche. Donc, c'est-à-dire que je me dis, petit à petit, je deviens de plus en plus fort. Donc, c'est juste génial. Mais au début, ça me saoulait. Au début, j'étais pas content. Je me suis dit, mais comment je me retrouve dans cette situation, quoi. Je veux dire, c'est quoi? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que ma mère, elle travaille à Paris. Donc elle fait le trajet tous les matins. Donc en soi, je pourrais le faire avec elle, le trajet, y a pas de souci. Sauf que elle se lève à 5h du matin. Maintenant, elle se lève à 4h30 du matin parce que les horaires des trains ont changé. Moi, je me suis rendu compte que j'étais incapable de me lever à 4h30, 5h du matin. Donc, un matin où j'étais particulièrement en retard, justement, elle a pris le train normal. Et moi, je me suis réveillé, je suis allé voir mon père, je fais papa, maman, elle est où maman? Mon père me regarde, me fait bah, elle est partie. Je fais bah, pourquoi tu m'as pas réveillé? Il me fait waouh, ça fait 1 heure que j'essaye de te réveiller, tu te réveilles pas. Maintenant, si tu veux vraiment aller à la fac, si tu veux vraiment aller à Paris, t'as qu'à y aller à pied. Moi, blessé dans mon orgueil, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit bah chiche. Donc, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Et là, j'étais pas content. Je commence à marcher, je suis pas content. Et je commence vraiment à réfléchir pour la première fois de ma vie. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que avant, parce que je sortais du bac à l'époque, je me suis rendu compte qu'avant, on m'avait appris comment réfléchir à l'école, mais on me donnait surtout les sujets sur lesquels je devais avoir une réflexion. On me disait quoi penser, on me disait sur quoi m'informer, etc., etc. Et là, pour la première fois de ma vie, je me retrouvais à réfléchir sur quelque chose qui m'intéressait moi. La première réflexion que j'ai eue, ça a été sur les filles. Je me suis rendu compte que les filles que je trouvais belles, je les trouvais pas belles parce que moi, Eddie Monio, je le ressentais, mais parce que la société m'avait inculqué que c'était que ça la beauté. Ça m'a rendu dingue. J'étais complètement fou. Et petit à petit, j'avais plein de réflexions comme ça et je me rendais compte de plein de choses. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais quasiment fini les 10 km à pied. J'étais à 1 km de la gare, je la voyais la gare. Mais j'avais réfléchi à tellement de choses et ça avait tellement besoin de sortir que j'ai fait le chemin en sens inverse et je suis retourné voir mon père. Et on a commencé à discuter. Mais ouais, au début, j'étais vraiment pas content. Au début, ça me saoulait. Mais après, quand j'ai vu le bien que ça m'apportait, je me suis rendu compte que c'était une chance en fait. C'était une sorte de méditation pour être avec toi-même, c'est ça en fait. Ouais. Toi, t'as vu ça comme ça. Ouais, quel genre d'ado tu étais, Eddie? Un ado, quel genre d'ado j'étais Ouais, je te fais un peu réfléchir. Immature, turbulent, pas travailleur du tout. Je détestais l'école, j'ai toujours détesté l'école. Blagueur. Enfin, blagueur, mais pas blagueur. Oh, il est hilarant celui-là, mais plutôt blagueur. Oh, il est chiant celui-là. Vous voyez ouais, ce genre d'ado-là. Qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Qui a envie de plus, en fait. Qui en a marre de se confiner à ce qu'on lui donne et qui en veut plus. Toujours plus. Est-ce que t'es un ancien timide ou pas? Non. Mais je sais pas. En fait, en société, ouais. Mais sur scène, non. Parce que j'ai commencé la scène, j'étais tout petit. J'avais quoi? J'avais 5 ans, je crois. Même avant, parce que j'ai fait la baby gym. Et la baby gym, à un moment donné, on faisait de la gymnastique devant plein de gens. Et c'était chouette, j'ai toujours adoré ça. Je crois que j'ai commencé le théâtre vers 7 ans, quelque chose comme ça. Mais avant, je faisais de la danse. Je faisais du moderne jazz, du hip-hop, du contemporain. Et je faisais ça on faisait ça devant des publics de 500 personnes au Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec. Un merveilleux théâtre. Et c'était dingue. Donc la scène, je crois, j'ai jamais vraiment eu j'ai jamais été vraiment timide. J'ai toujours eu le trac, mais j'ai jamais été timide. Je me suis jamais dit oulala, je passe sur scène, je vais pas oser. Mais plutôt oulala, je stresse comme un malade, il va se passer un truc. Mais en société, oui, je pense. Oui. Ouais. Ah ouais. C'est bien que tu t'as le track, mais est-ce que Eddie il a le track? Comment ça se passe? Ah ouais. Tu te rappelles la première fois que t'es monté sur scène? Oui. Comment ça s'est passé? La toute première fois que je suis monté sur scène, j'avais énormément en fait, j'étais terriblement excité. J'ai limite pleuré tellement j'étais excité. Et ce qu'il y a, c'est que je faisais alors la première fois que je suis monté sur scène, je considère que c'est au théâtre parce que la danse, c'était vraiment du collectif. J'avais pas vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'était pas moi qui étais mis en valeur, c'était tout le groupe qui était mis en valeur. Là au théâtre, à un moment donné, j'avais mon monologue, j'avais mon moment, c'était vraiment le mien. Et à un moment, là, j'étais surtout très frustré en fait, parce que je venais d'arriver au cours de théâtre 1 mois avant la représentation. Donc j'étais vraiment arrivé en cours de route. Qui fait que j'avais un mini-rôle. Qui fait que j'étais très stressé, mais j'étais trop content. Et à un moment, je dis juste une phrase, et après, je sors de scène, et je vois tout le reste qui se passe, et je me suis dit, mais j'ai envie d'y retourner là. J'avais plus rien à faire sur scène. Et je regardais les autres, et je me suis dit, il faut que j'y retourne, il faut que je le refasse, il faut que je continue, parce que mes parents m'avaient inscrit au théâtre juste pour voir. Et moi, j'avais vu, c'est bon, maintenant je voulais faire. C'était chouette. Et donc, c'était terriblement excitant. Limite les larmes aux yeux. Mais stressé comme pas possible. Je tremblais, c'était fou. T'as des astuces justement à donner aux jeunes qui nous écoutent pour ne pas stresser quand ils prennent
Non, il faut stresser. Stressé. Ah, il faut stresser. En fait, le stress, c'est un boost que le corps nous donne. C'est comme la colère, la tristesse, la peur. C'est une information que le corps nous donne. Et nous, il faut qu'on la traite, cette information. Et donc, le stress, quand il arrive, c'est simplement le corps qui nous dit ok, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Je sais pas quoi, mais dans le doute, je t'envoie du pouvoir. Je t'envoie du boost. Je t'envoie de l'adrénaline. Et quand on sait pas justement gérer ce boost, eh ben, on se met justement à avoir des crises de panique. Parce qu'il y a un surplus qui arrive. Mais l'idée, c'est que pour pouvoir bien gérer ce stress, on peut faire du sport. Tu fais 3 pompes avant de monter sur scène, le stress, il est bien géré. Sinon, un autre truc tout bête, tu vas aux toilettes. Aller aux toilettes, ça évacue le stress, c'est un truc de dingue. Mais le mieux, c'est de réussir à respirer. Respirer bien profondément et de le voir vraiment comme une force. Quand on prend la parole, par exemple, quand on va faire un discours, le premier mot qu'on dit, l'exorde, justement, la première phrase qu'on dit, on l'a dit avec une certaine puissance, une certaine force, parce que dedans il y a tout le stress finalement qui sort et qui est là en mode ok, c'est bon, je te donne la force, mon pote. Quand on est au théâtre, le premier geste, la première entrée sur scène, ça nous donne justement l'impulsion, le stress il est là, nous donne la force. Pareil pour la danse, quand on arrive, je sais pas, si on fait un saut, si on glisse, si on arrive tout doucement même, justement le stress nous donne cette impulsion là. Donc il faut vraiment réussir à utiliser le stress et pas essayer justement de le gommer. Quand on le gomme trop, il arrive à un moment donné, on arrive sur scène, on est tout mou. On comprend pas, on se dit bah je stresse pas là pourtant, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, on est tout mou, il nous manque de l'énergie. Donc le stress, parfois il faut le laisser nous envahir, pas trop pour pas avoir la crise de panique, mais l'utiliser. C'est comme tous nos défauts finalement. Il faut utiliser nos défauts plutôt qu'essayer de les gommer. Je te laisse boire ton truc, il va refroidir ton café là. C'est pas grave, le café froid Tu vas ça, boire un café froid, c'est pas mauvais. On l'a pas dit, mais on est posé aux Aurès, du coup, au café Aurès. C'est sympa, c'est un lieu sympa. Ouais, c'est un lieu sympa, ouais. Ouais, on a le serveur qui, toutes les 5 minutes, va trifouiller des fourchettes comme de par hasard. Et hop, on recommence. Oups, désolé, j'avais pas vu. Mais du coup, tu te poses souvent ici, vu que t'es à côté. Pas du tout. Non, pas du tout. En vrai, moi j'ai plutôt Formidable à côté. Ouais, t'es plus là-bas. Ouais. On aurait pu aller là-bas, du coup. On aurait pu aller là-bas, carrément. Mais on aurait pu aussi aller dans la rue, on aurait pu aller dans la forêt. On aurait pu se balader, on aurait pu marcher. Mais bon, il fait un peu froid pour ça. Je crois qu'à la base, on devait se poser au but de Chaumont, mais apparemment. Ouais, c'est fermé. Ouais, voilà, c'est ça. Les buts de Chaumont, c'est chouette. Vous êtes déjà allé au but de Chaumont? Ouais, c'est cool, ouais. Bah ouais, c'est chouette les buts de Chaumont. Va-t-il boire son café? Je ne sais pas, je me tâte. Bon allez, je pose le micro 30 secondes, je vais boire mon café. Instant café. Vous voulez manger un peu de croissant? Ah, c'est ton croissant? C'est dommage, on n'aura pas ces moments dans le podcast. C'est dommage. La blague du croissant. T'aurais bien aimé la blague du croissant? Ah ouais, j'aurais bien aimé, franchement, ça découle. Désolé. À Paris, vraiment, on est en France même déjà, rien qu'on est en France. En France, il y a des choses qu'on doit pas rater. C'est le pain et le croissant. Ça va, il est un peu mou, tu vois, il est pas dur. Il est un peu mou, mais il est peut-être un peu trop mou, tu vois. On voudrait un croissant un petit peu plus tonique, tu sais. C'est sûr que tu pourrais partir sur une impro croissant. Qui stresse, ouais. Ouais. Tu pourrais partir sur une impro croissant. On part sur une impro croissant. Ta prochaine chronique, le croissant. Non, tu me disais, écoute, tu préférais la campagne. T'étais pas trop. Ouais. Pour Alors, y vivre. Je préfère la campagne parce que j'adore. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à Corcy, c'est vraiment le lieu où je me repose vraiment. D'ailleurs, ma mère, elle comprend pas parce que avec ma soeur, à chaque fois qu'on rentre chez nous à Corcy, on passe notre temps à dormir. Mais c'est parce que c'est tellement calme, il y a tellement de silence, l'air est tellement pur, c'est tellement bien d'être là que par conséquent, on a envie de se reposer. Mais moi, j'adore. Les petits oiseaux, tout ça. On entend, mais oui, mais on entend des animaux, mais on voit des animaux, on rencontre des animaux. Je rencontre des sangliers, des cerfs, des biches, des lapins, des renards. Une fois, on a eu un renard dans notre jardin. Qui à Paris peut dire j'ai eu un renard dans mon jardin? Je pense que beaucoup de gens peuvent dire j'ai eu un renard dans mon jardin parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont adopté des renards, donc forcément ça marche. Mais ouais, nous on a des renards non adoptés dans notre jardin. Ma mère a un chat, enfin non, elle a pas de chat. Mais c'est-à-dire qu'il y a un chat qui vient dans notre jardin, qui vient voir ma mère pour qu'elle lui donne à manger. Et ma mère elle déteste, enfin c'est pas qu'elle déteste les animaux, mais elle en veut pas chez elle. Donc elle lui donne à manger. Mais elle veut pas de chat, mais elle lui donne à manger. Elle lui achète des croquettes. Elle lui donne à manger. J'adore la campagne.
plus, tu peux voir les étoiles, tu les vois bien les étoiles à la campagne. Ah oui. Alors qu'à Paris, c'est compliqué, tu vois, avec la pollution, tout ça. Voilà, c'est ça. Chez nous, il n'y a pas de pollution. C'est mieux pour méditer, quoi, c'est ça. Est-ce que c'est facile d'être Eddie Monio ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Bah, je pense oui, parce que finalement, enfin, c'est comme si tu me demandes est-ce que c'est facile d'être un être humain. Bah, écoute, c'est compliqué parce qu'il faut boire, manger, dormir. Ça, c'est un peu chiant. Il faut respirer aussi. C'est un peu relou. Mais sinon, à part ça, bah, y a toujours la douleur physique qui est un petit peu compliquée, la douleur psychologique, la douleur mentale, c'est un petit peu complexe. Mais sinon, je crois pas. Je crois pas que ce soit très difficile d'être humain. Si, c'est difficile d'être humain. Ah, c'est vrai qu'on a le poids de la culpabilité de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on va faire et de tout ce qu'on est en train de faire. Ouais, et après, vraiment, il y a un peu de tout ça. C'était plus dans l'idée, c'est facile d'être Eddie Monio, d'avoir ton mode de vie, tu vois, entre guillemets. Bah, je pense, oui. Parce que sinon, je le ferais pas. Enfin, je sais pas. Si. J'ai une devise. Ma devise, c'est meilleur qu'hier, moins bon que demain. Donc, en gros, l'idée, c'est de s'améliorer de jour en jour. Voilà. Après, c'est une information que je donne comme ça. Je sais pas si tu t'en fais ce que tu veux. Progression, quoi. Ouais. L'idée, c'est toujours progresser. Mais je pense que c'est le principe même de l'humanité, de chaque être humain sur Terre. Donc je pense ouais. Finalement, c'est aussi facile d'être Eddie Monio que d'être n'importe qui d'autre. Qu'est-ce que tu retiens de l'éducation de tes parents? Tout, je retiens absolument tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas sûr de vouloir être parent. Quand j'étais petit, je voulais absolument avoir des gosses. Maintenant, je suis pas sûr parce que je me rends compte, mais j'ai fait un bilan un petit peu de tout ce que mes parents m'ont appris, de tout ce que je sais grâce à eux. Et je me dis, mais jamais je serai à la hauteur, jamais je pourrai faire comme eux, jamais je pourrai être un bon parent parce que même si j'ai justement, en fait, ils ont mis la barre trop haut. Ils sont beaucoup trop géniaux, mes parents. Je ne pourrai jamais arriver à leur cheville. Donc, c'est un petit peu. C'est un petit peu. Ah là, ça fout une pression de dingue. Mais je retiens absolument tout. Ils m'ont tout appris. Absolument tout. C'est dingue. C'est dingue. Je pourrais parler de mes parents pendant des heures. Mais je vais pas le faire parce que sinon. Mais voilà. T'as des exemples de choses qui t'ont marqué comme ça? Tu peux nous livrer? Qui m'ont marqué bah, déjà, de respecter les autres, de respecter le respect en fait en général. Ils m'ont appris le respect, ils m'ont appris l'écoute. Mon père il m'a toujours dit d'écouter les autres, de faire attention au monde qui m'entourait. Mon père il m'a toujours dit Eddie, parce que quand j'étais petit j'étais très nombriliste. Il m'a dit Eddie, tu te crois particulier, tu te crois unique, mais rappelle-toi un truc, c'est que toi tout seul tu serais incapable de manger. Moi je lui dis bah bien sûr que si. Il me fait ah ouais t'es sûr? Bah vas-y écoute, va dans la forêt, va chasser un sanglier, tu reviens quand tu l'as. Je suis pas parti, j'ai même pas essayé d'aller chasser le sanglier. Il m'a dit toi tout seul Eddie tu pourrais pas t'habiller. Je fais bah si quand même. Il me fait non réfléchis 5 minutes. Et je me suis rendu compte qu'il a raison. Où est-ce que je trouve la matière première pour ne serait-ce que tricoter mes vêtements? Je sais même pas tricoter un vêtement. Qu'est-ce que je fais pour faire un pull, pour faire un pantalon, n'importe quoi? J'en sais rien. Je peux pas faire ça. Et c'est vraiment grâce aux autres qu'on avance, c'est grâce aux autres qu'on évolue. Ça c'est mes parents qui me l'ont montré, qui m'ont ouvert les yeux face à ça. Ils m'ont tout fait. Mon père il me réveillait le matin en faisant des alexandrins. Donc forcément, tout de suite, l'amour de la langue française, ça a naquis en moi. A naquis en moi? On est sûr, Eddie de ouais, allez, vas-y, a naquis en moi, ça passe. Ma mère, elle m'a toujours dit, Eddie, tu ne frapperas jamais une femme, même avec une fleur. Au début, dans ma tête d'enfant, elle me disait ça, j'avais 3 ans, quoi. Dans la tête d'enfant, j'étais en mode, ouais, mais ça peut être mignon. Et après, j'ai compris toute l'importance de ces mots. Quand j'étais petit, ma mère, c'est ma mère qui enfin non, mes parents faisaient tous les deux à manger, mais ma mère faisait à manger et elle servait toujours d'abord ma soeur, alors que c'est moi qui avais le plus faim. J'étais là en mode maman, mais pourquoi tu sers d'abord Nadia alors que c'est moi qui ai le plus faim? Elle m'a dit mais parce que c'est comme ça, Eddie, parce que c'est les dames d'abord. Mon père après il m'a écrit une chanson pour me dire que c'était les dames d'abord. Enfin il y a plein de choses comme ça que je me souviens. Après il y a des trucs tout cons, hein. Il faut pas marcher pieds nus dans la maison, il faut baisser la lunette des toilettes. Quand on a fini la bouteille de lait, il faut pas la remettre au frais. Ça fait un peu, quand tu parles de ça, de penser à l'humilité. Je sais pas comment tu fais pour gérer ça parce que t'es quelqu'un d'humble, d'assez normal, entre guillemets. Tu vois, genre t'as été au festival de Cannes et tout, t'aurais pu prendre la grosse tête. Comment tu fais pour gérer ça, pour pas avoir... Je suis un mec assez voilà, je suis comme ça. Non, comment on fait du coup pour pas avoir la grosse tête quand on a tous les projecteurs devant nous? On a maman. Ouais. On a maman qui est là et puis qui t'explique que déjà je suis son fils, que la seule chose dont je peux être fier et que je peux me vanter c'est d'être son fils. Après le reste, voilà, doucement quand même. Mais non, je sais pas, en vrai c'est pas... C'est vrai que c'est dingue le festival de Cannes, c'est dingue les Césars, c'est dingue tout ça, mais tellement de choses
plus dingue encore, enfin je sais pas, dans la vie, quand je rencontre les autres, quand je discute avec eux, quand j'ai une conversation normale avec quelqu'un qui me parle de son parcours et qui me parle de sa vie, je me rends compte que la personne, la personnalité, l'être qui est en face de moi est bien plus important et bien plus incroyable que tout ce que j'ai pu accomplir dans ma vie jusque-là. Parce qu'il n'a pas les mêmes réflexions que moi, il n'a pas la même philosophie, il n'a pas le même mode de vie, il a vu des choses que je ne verrai sans doute jamais, il a tellement d'expérience que jamais je ne pourrai avoir, et rien que ça c'est dingue, ça c'est formidable. Il faut toujours se rendre compte, mon père me disait toujours, quoi qu'il arrive tu rencontreras plein de gens dans ta vie, et toutes les personnes que tu rencontreras, qu'importe si elles ont 5 ans, qu'importe si elles en ont 70, elles auront toujours appris des choses que tu n'auras jamais appris dans ta vie. Donc écoute-les. Elles seront toujours plus importantes que toi sur ce plan-là. Il me disait par exemple, la fille de 5 ans, elle peut savoir ce qui se passe dans l'épisode 32 de Dora l'exploratrice et avoir appris quelque chose de particulièrement fort, tout comme le monsieur de 70 ans qui lui saura ce que c'est d'avoir expérimenté l'expérience d'une vie, qui pourra te dire ce que ça fait d'avoir vécu. Donc écoute les autres, tout ce que tu as fait dans ta vie et dis tu l'as déjà vécu. Et t'es même pas sûr en plus la plupart du temps d'avoir appris quoi que ce soit, étant donné que parfois t'es un petit peu comment dire, éparpillé. Tu peux juste ouvrir les yeux en mode waouh c'est beau sans forcément apprendre quoi que ce soit. Donc peut-être que oui, alors les marches du festival de Cannes, et c'est reparti en mode fourchette. Ça m'entend pas trop, ça j'ai un bon micro. les marches du festival de Cannes c'est formidable et c'est absolument incroyable. Mais je suis pas sûr d'avoir appris grand chose sur ce moment là. Si ce n'est que je sais pas, un professeur par exemple va avoir beaucoup plus de choses intéressantes à me dire par rapport à je sais pas, ses élèves, à ce qu'il aura appris, ce qu'il aura justement mal appris, ce qu'il aura vu. Donc je sais pas si c'est de l'humilité, c'est peut-être, je sais pas, de la réalité finalement. C'est juste se rendre compte que le monde il est pas centré sur soi-même, il est pas centré sur ce qu'on vit, mais sur ce que le monde entier vit. Est-ce qu'on t'a déjà reproché d'avoir réussi ou pas? Ah non, je crois pas. Je suis pas sûr. Tu m'as fait des gros yeux en mode oh qu'est-ce que tu fais? Non parce que en fait à mes yeux j'ai pas encore réussi. C'est quoi, tu t'auras réussi quand alors du coup? Je sais pas. C'est pas. Moins bon qu'hier, meilleur que... moins bon, meilleur qu'hier, moins bon que demain. Donc forcément, j'ai pas encore réussi. Étant donné que demain, j'aurais pas encore réussi, après-demain, je sais pas. Encore tout à faire quoi, c'est ça? Ouais, il y a encore tout à faire. Peut-être que j'aurais fait mon spectacle à la rigueur. J'aurais peut-être... Je pourrais mourir à ce moment-là. Je sais pas. Je pourrais me dire, ok, c'est bon, je suis pas décédé. C'est quoi, t'es en cours d'écriture ou c'était... Ouais, il me reste encore 2-3 trucs à écrire. Cool. Est-ce que tu aurais pu faire quelque chose d'autre quand t'étais plus petit? T'avais des rêves ou... Oui, je pense que j'aurais pu... En fait, je pars du principe qu'on est tous des êtres humains et que si un être humain le fait, tous les êtres humains peuvent le faire si on se donne le travail pour. À partir du moment où on est passionné, où on a envie et on travaille à fond pour, et où on fait des sacrifices justement, moi je pense qu'on peut tout faire, qu'on peut tout réussir. Mais voilà, il faut être passionné, il faut travailler, il faut avoir l'envie, il faut faire des sacrifices. Donc ouais, je pense que j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre. Mais si j'avais pas été comédien, non, je pense que j'aurais forcément fait un métier artistique. Je veux dire, dès que je suis né, je pense que j'ai eu cette envie. Mes parents m'ont emmené au théâtre toutes les semaines, on allait voir des spectacles, des expositions tout le temps. L'art, ça m'a profondément touché, j'ai envie d'en faire. Tout le temps. Enfin, tout le temps. Je sais pas. C'est quoi qui te plaît là-dedans? Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut incarner, tout ce qu'on peut transmettre, tout ce qu'on peut recevoir, tout. Bah justement, c'est quoi le sujet qui te donne le plus d'énergie en parlant? L'humanité. L'humanité. La vie, le fait que la vie est belle. La vie elle est magnifique. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la vie elle est magnifique. Ça me parle, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Mais l'humain, l'être humain, moi je suis amoureux de l'humanité. Même dans ses pires moments, je suis amoureux de voir comment l'esprit humain fonctionne. Attendez, il y a un truc, moi ça me fascine. L'être humain, à un moment donné, s'est dit on va créer un outil de dingue avec lequel on pourra tout faire. Avec lequel on pourra créer des mondes. On a créé Internet, hein, avec lequel on pourra créer des univers, on pourra créer tout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dessus? TikTok, Snapchat, Instagram, et on passe notre temps là-dessus. Tinder aussi. Non mais alors qu'on peut tout faire avec ce truc, c'est formidable de se dire, voilà, on peut tout faire avec ça, mais on se handicape soi-même parce que quand même on se dit, je sais pas, on se dit qu'on peut pas trop non plus avoir de facilité avec les choses. On a créé des échelles, les échelles c'est formidable. Une échelle, ça sert à atteindre des hauteurs qu'on ne peut pas atteindre normalement. Et à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, on a décrété que si on passait dessous, ça portait malheur. Pourquoi? Et pourquoi ça porterait pas bonheur d'ailleurs? On se complique la vie. Moi ça me fascine, je trouve ça fascinant. Moi j'adore l'esprit humain.
Donc je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Mais même, tu m'en disais justement, t'étais allergique aux écrans en fait. Tu me disais, t'étais un peu, Ouais. c'est ça, t'es un peu phobique quoi. C'est pas que je suis allergique, c'est que ça m'angoisse un peu. Tu pourrais pas passer ta journée devant quoi, comme beaucoup de personnes le font. Peut-être que si en fait, c'est pour ça que ça m'angoisse un peu. Peut-être que justement, parce que j'adore justement travailler, enfin pas travailler parce que c'est pas vraiment du travail, mais vivre ma passion plutôt. J'adore vivre ma passion. Et j'ai l'impression que si je passe trop de temps sur mon téléphone, sur mon ordinateur, sur je sais pas une console de jeu, et ben je vais justement perdre du temps. Et ça m'angoisse et donc qui fait que là par exemple je vois mes messages non lus. J'en ai voilà, Combien 519 maintenant. et je me dis des mails, je crois j'en ai 13 000 ou quelque chose comme ça. Chut, la planète, je suis désolé la planète. Je vais les lire ces mails à un moment donné, je te jure. Je vais faire le tri, mais ça m'angoisse parce que je sais que je pourrais rester devant et répondre à tout le monde, mais non. Je peux pas, je préfère vivre. Je sais pas. Ouais, ça m'angoisse. J'ai eu de la chance quoi que tu m'aies répondu quoi, c'est ça. Oh, Ouais. alors c'est pas vraiment moi qui t'ai répondu. Mais oui, ouais. Ah, mais si, je t'ai répondu sur Facebook ou sur Insta. J'avais tenté sur Facebook, je suis allé, vas-y, je l'envoie. Ah ouais, ah non, ouais. Tu Alors là, pour le coup, sur Facebook, j'ai de la chance. Sur Facebook, j'ai découvert le 99. Parce que là j'ai 11 messages non lus sur Facebook, mais si je scroll. Enfin, j'ai pas envie de faire ça, pourquoi on fait ça? Pourquoi on parle de ça? Ne parlons pas de ça, on s'en fout. Allez, la vie est belle, parlons d'autre chose. Il fait particulièrement beau aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu. Le ciel est dégagé, il fait un peu frisquet, mais il y a du soleil. Le soleil est avec nous. Est-ce que tu as eu des galères sur ton projet vu que tu peux nous en parler si t'en as eu Des galères? Des galères ou des moments un peu difficiles. Pour moi, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de moment difficile finalement. Il y a que c'est toutes des expériences qui vont me permettre d'avancer, finalement. Si les choses vont se faire, les choses doivent se faire, je sais pas comment dire, mais il y a des moments où on n'est pas prêt. Pour moi, étant donné qu'on peut tout réussir si on est passionné, si on travaille, si on a l'envie, si on fait des sacrifices, si à un moment donné il y a une galère, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas appris et qu'il faut qu'on apprenne. Donc, je sais pas. Je suis pas sûr que j'ai eu vraiment des galères. Là en ce moment, par exemple, ma galère c'est que j'ai pas de temps. Par exemple, je sais que si je pouvais me poser 3-4 heures, je finirais mon spectacle et ce serait bon. Mais j'ai pas le temps de me poser 3-4 heures. Il faut que je trouve dans la journée le temps. Et c'est ma galère principale en ce moment. Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment une galère ou c'est pas plutôt un kiff extrême de se dire que je vis tellement les choses à fond, je suis tellement à fond dans ma passion et chaque jour j'aime tellement ce que je fais que j'ai plus de temps. C'est génial. Moi j'adore. Donc c'est pas vraiment une galère ça. Donc je crois pas que j'ai vraiment une galère. Je sais pas. Non. Les galères c'est plus un entraînement pour toi, c'est ça? Ouais, ou un outil, une espèce de boost, de tremplin, d'enseignement de la vie. Par exemple, je finis par exemple parfois tard le soir à Paris et il n'y a plus de train pour rentrer chez moi. Et puis en vrai, même quand il y a des trains pour rentrer chez moi, il fait nuit et faire 10 km dans la nuit, ça fait un peu peur. Le pouce, c'est ça? Ouais, même pas. Non, là, les voitures me voient même pas. Et attends, imagine, conducteur, tu fais justement le trajet dans la forêt, la nuit, tu ne vois rien du tout. Il y a un autostoppeur sur le bas de la route, habillé en noir, parce que je suis habillé en noir évidemment, sinon c'est pas drôle, qui fait du stop. Qui le prend là? Tu le prends? Tu le prends moi stop? je suis ouvert, moi je le prends. Ah, ça ça c'est parce que c'est sympa. Je suis ouvert, c'est pour ça. Je suis pas sûr que les gens me prennent là sur le moment. Enfin si, parce que à force de faire les 10 km, il y a des gens qui me prennent en stop et qui me reconnaissent. Donc peut-être que là c'est quelqu'un qui va me reconnaître, qui va me dire ah mais c'est le petit du matin, viens. Mais la nuit non, la nuit c'est chaud. Donc parfois je dois me débrouiller pour dormir à Paris. Et si je dors pas à Paris, et je passe la nuit dans Paris. C'est magnifique, je fais des rencontres de dingue. Et ça pourrait être une galère, mais non, c'est pas une galère parce que c'est magnifique et je fais des rencontres de dingue. Tu passes la nuit dans Paris, c'est-à-dire ouais. tu fais comment du coup? Je marche. Tu vas de bar en bar? Bah ouais, je vais de bar en bar ou sinon je marche dans les rues de Paris. Je fais des rencontres de dingue. Parfois, j'ai développé une technique qui me permet de dormir en marchant. Non mais ça c'est formidable. Dors en marchant. Je dors en marchant. C'est un truc. Comme les oiseaux, c'est ça? Comme qui ça? Les oiseaux. Il y a des oiseaux comme ça, migrateurs, qui dorment en volant. Tu vois. Ah ouais? Ouais. Bah je suis un oiseau migrateur en fait finalement. Je suis un oiseau migrateur. Non c'est au début, alors bon je suis pas sûr qu'on va le mettre ça, mais petite parenthèse. Je marchais la première fois que j'ai fait ça et j'étais terriblement fatigué et en fait j'ai commencé à m'endormir mais j'ai pas fait gaffe que je m'endormais parce que d'habitude je me dis je marche et justement ça me tient éveillé. Mais là je dors et là je penche sur le côté et je penchais sur le côté gauche. C'est important le côté gauche parce que sur le côté droit il y avait la route. Comme quoi mon subconscient, mon inconscient, mon conscient, il m'a dit non. La route on va l'éviter, on va se prendre des murs. Donc je me suis mangé des murs, je me suis mangé des poteaux et petit à petit j'ai commencé à marcher de plus en plus droit. Et à un moment donné, je me rappelle, j'ai entrouvert les yeux. Il était 5h30 du matin, je regardais l'heure. Et devant moi, une grande ligne droite. Je me suis dit, bon bah, je marche sur cette grande ligne droite.
je m'endors et je me fais réveiller par un ping. Je me prends une espèce de grillage, mais violent le truc. Je sais pas si vous remarquez, mais là sur le sourcil j'ai un trou. Ah ouais. J'ai pas pris un rasoir, je me suis pas rasé les sourcils pour me faire un petit effet, mais non, c'est le grillage qui m'a ouvert l'arcade sourcilière. Et c'était assez rigolo. Et quand j'ai regardé l'heure après, il était genre 7 heures. Donc pendant pendant à peu près 1 heure et demie, j'ai marché en dormant. Génialissime. Après, Bon, t'as ça, dormi ouais, tout- voilà, ça on s'en fout par exemple. Ça, c'est à T'as vous dormi de- toute la nuit Aïe. après? T'as dormi toute la journée plutôt après? Non. Non, même pas, t'étais au Non, je me suis rendormi le soir après chez Ah, moi normal. en mode lock. Je suis arrivé chez moi en mode hop. Mais c'est juste génial, donc ça pourrait être une galère, mais finalement c'en est pas une. C'est une chouette histoire à raconter. Il s'est passé un truc, il s'est passé des trucs. Il s'est passé plein d'autres trucs sur cette nuit là d'ailleurs. Les rencontres du soir. Euh, Mais est-ce que du coup tu pourrais te poser genre un mois à rien faire, tu vois? Non. Non. Faut toujours action. Oh. Ah, je pourrais Je pas t'ennuierais poser. trop, c'est ça? Ah ouais. J'aime pas les vacances. J'aime pas les vacances parce que en fait, mais c'est aujourd'hui parce que ça se trouve la semaine prochaine c'est pas du tout la même chose. Mais j'aime pas les vacances parce que j'ai l'impression d'avoir une œuvre inachevée. J'ai comme si j'avais un truc à faire et je l'avais pas fait. Et je sais pas si vous connaissez cette sensation, c'est comme si on a oublié un truc et c'est vraiment très désagréable. Et quand je suis en vacances j'ai cette sensation là. Alors que c'est difficile de profiter. Donc, mais c'est pour l'instant. Hein. Mais c'est parce que je pense que j'ai des choses à vivre, j'ai des choses à faire et ça se trouve dans 1 an je dirais pas du tout la même chose. Hein. Dans 1 an je dirais ah il me faut des vacances, j'ai besoin d'un mois de repos. Mais ouais, pas de vacances, pas de mois de repos. Il y a des choses qui t'énervent le plus dans la vie? Ou rien, tranquille. Bah en fait, qui m'énerve, non. Qui m'énerve, non. Moi je m'énerve le plus. C'est moi qui m'énerve le plus. Qui m'agace, ouais. Alors là il y a beaucoup de choses qui m'agacent. Le temps. Non, le temps, j'adore le temps. Non, le temps, je le trouve fascinant aussi. Il ne m'agace pas le temps. C'est moi qui ne le prends pas le temps. Mais le temps, il m'agace pas. Je le trouve fascinant. Non, ce qui m'agace, c'est le fait que l'être humain a tendance à énormément se rabaisser, qu'on se juge beaucoup et que ça crée. Ça, par exemple, ça m'agace énormément. Et que ça crée beaucoup de perte de confiance en soi et que ça empêche justement certaines et certains d'entre nous de réaliser leurs rêves. Ça m'agace énormément. Je connais beaucoup d'amis qui sont au cours Florent en fait, qui se rabaissent tout le temps. Qui me disent par exemple qui ont des scènes à répéter et qui veulent un 3e œil, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde la scène et qui les aide à progresser s'ils ont fait un truc. Et donc ils commencent la scène et ils commencent par se dévaloriser. Oui, alors voilà, je connais pas très bien le texte, donc excuse-moi, là je suis pas très bon, je sais pas trop comment le jouer, donc non, fais-le juste, arrête de te dévaloriser. Ou si à la rigueur tu veux dire un truc, dis-moi ou dis bon, je vais progresser, mais là dis-moi ce que t'en penses. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Toujours à se dévaloriser, ça m'agace. Qu'on se dévalorise. Plutôt qu'on se dise qu'on doit. Mais moi, je le fais. Alors, je suis le premier à le faire. Hein. Attends. Alors, oui, c'est un truc qui m'agace, mais je suis le premier à le faire. Y a pas de souci là-dessus. Mais toujours à se dire que on se rabaisse au lieu de se dire on peut faire mieux. On peut faire mieux, ça marche mieux que je suis nul. Ça m'agace. Après, il y a plein d'autres choses. Les injustices, la plupart des injustices. Le fait que voilà, il y a des gens qui ont accès à des choses, d'autres qui n'ont pas accès, il y a des gens qui s'en foutent des autres, ça m'agace énormément. En même temps, je trouve ça fascinant de se pouvoir se dire, attends, c'est dingue de pouvoir se dire, ouais, moi je vis que pour moi, les autres je m'en fous. Sachant qu'on est dans un monde où sans les autres on peut pas vivre. Je trouve ça fascinant. Plein de choses. Il y en a beaucoup comme ça hein, qui sont ouais, les autres, je m'en fous. Tu vois. Ou sinon parfois, même dans ma campagne, ça m'agace aussi particulièrement. Quand je marche, je vois il y a plein de canettes de bière, il y a plein de papier, de papier plastique. Et récent en plus. Et je me dis mais comment c'est possible en 2019 qu'il y ait encore des gens qui se disent la planète je m'en fous. Ça me fascine et ça m'agace en même temps. Ça me fascine parce que je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Je sais pas. C'est ton côté écolo qui est ressorti. Ouais. Un petit côté écolo, voilà. Je suis campagnard, hein, je suis forcément écolo. Ah non, peut-être pas forcément. Bah non, parce qu'en campagne, il y a des gens qui jettent leur papier plastique par la fenêtre de leur voiture. Donc ça veut rien dire. Est-ce que tu as un exemple de discours sous la main comme ça? Un exemple de discours? Ouais, je sais pas. Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi Qu'est-ce ce que tu veux. Vas-y, ce qui te fait plaisir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ce qui me fait plaisir? Allez. Alors attends, qu'est-ce qui me fait plaisir? Un exemple de discours là, comme ça? Ah ouais, je te prends un peu du matin au réveil là, j'avoue. Du matin? Bah donne-moi un sujet. Je t'improvise un truc si tu veux, mais donne-moi un sujet. Ah oui, bah c'est bien parce que là on va parler. C'est quoi la vraie liberté du coup? La vraie liberté? Voilà. Ah, alors attends. J'ai quelques secondes. Ah oui, Je bois une gorgée de café. Vas-y, bois du café. C'est le nom du podcast du coup, tu vois, au moins que tu parles un peu de ça. Je sens que chacun a sa définition de la liberté. Du coup. C'est intéressant de voir la vision des gens. Ok, c'est parti. Il se prépare. Alors, la vraie liberté.
c'est de pouvoir se lever le matin, d'ouvrir la fenêtre et de pouvoir avoir justement un vent d'air pur qui caresse notre visage. Un vent d'air pur qu'on inspire profondément, qu'on respire profondément, qui nous donne de l'énergie et qui nous fait nous rendre compte à quel point... En fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué beaucoup en écoutant les gens. Ce qu'il y a, c'est que l'on soit trop sensible, que l'on soit amoureux, que l'on soit irascible, que l'on soit malheureux, que l'on soit homme, femme, voire les deux à la fois, qu'on soit un être infâme, ou qu'on fasse don de soi, que l'on soit un benet, ou que l'on soit rebelle, qu'importe qui l'on est, qu'importe, la vie est belle. Belle, belle, belliqueuse quand on la jette à la poubelle, mais toujours belle, masquée comme Belphégor ou dans les yeux bleus d'Isabelle, belle comme un chambellan, belle comme un chambellan, belle comme un chant de Noël et son jingle, belle comme Belzébuth et sa salsa, comme une libellule répondant au nom de Belle à Belle, comme un belge belâtre, comme une tour de Babybel, comme une ribambelle de Mirabel, comme un esprit rebelle remporte un prix Nobel, comme une pierre que l'on jette et ses plus belles décibels. Et si la vie est si belle, c'est parce que l'on n'a aucun pouvoir sur elle. Et je pense que la vraie liberté, c'est de voir que la vie est belle. Bravo. Applaudissements. C'est beau, j'ai versé une petite larme là. Non, franchement, c'est cool, ouais. Mais pour faire un discours comme ça, il y a franchement combien de temps de préparation? Toute ta vie en fait. Ouais. C'est comme l'improvisation. Il faut savoir que l'être humain ne crée rien. On n'a jamais rien créé. On est parti de choses qu'on a vues, et on les a modifiées, on les a améliorées, on les a changées. Essayez là maintenant tout de suite d'imaginer. Non même pas. De juste créer à partir de rien. C'est pas possible. Même rien, c'est quelque chose. Même la création, c'est quelque chose. On n'a rien inventé. Et donc, l'improvisation, c'est la même chose. On crée rien. On se base sur des choses qu'on a vues et on les modifie, on les améliore, on les transforme, on les ressort. Et quand on écrit un discours, finalement, on se base de tout ce qu'on a déjà vu avant, ou tout ce qu'on a espéré voir, ou tout ce qu'on a imaginé, et on l'écrit, on le couche sur du papier. Donc, on peut écrire un discours en 5 minutes. Ce sera pas forcément le meilleur discours de notre vie. On peut l'écrire en 10 ans, on peut l'écrire en 20 ans, on sait pas. Mais on l'écrit tout le temps, à mes yeux. Les discours, on les écrit tout le temps, c'est juste qu'à un moment donné, ça ressort et ça se couche sur du papier, ou ça sort et ça sort de notre bouche, ça sort de notre voix et ça va dans l'oreille de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, dans l'esprit de quelqu'un. Mais ouais, on écrit tout le temps. Enfin, à mon sens, moi j'écris tout le temps. C'est juste que parfois, il y en a qui ont le réflexe de coucher sur le papier et d'autres qui simplement ont la réflexion et passent à autre chose. T'as peur de la feuille blanche ou pas? Non, parce que même la feuille blanche, peut-être qu'elle aurait envie de rester blanche, j'en sais rien. Si j'ai pleuré, mais non, parce que si la feuille est blanche, et ça, ce serait génialissime, parce que quand ma feuille sera blanche, ça voudra dire que je n'ai plus rien à dire. Ça voudra dire que j'ai tout dit, et ça veut dire que tout ce que j'ai dit a été écouté et entendu. Donc par conséquent, ce serait génialissime le jour où j'ai la feuille blanche. J'arrive devant la feuille blanche, c'est dingue, je pense que j'aurais peut-être réussi finalement, parce que je me dirais, mais j'ai plus rien à dire. C'est fini. Par en dab. Comment? Ouais, je pars en dab. Je pars en dab. Tu ferais quoi si le médecin t'annonçait que t'as plus qu'1 an à vivre? Désolé. Eh ben je vivrais 2 ans rien que pour l'emmerder. Ouais, je sais pas, je vivrais à fond. Ma mère serait très fâchée contre moi. Parce que d'ailleurs on a eu une discussion à propos de ça il y a pas longtemps. Elle m'a interdit de mourir avant elle. C'est pas possible, j'ai pas le droit. Donc si le médecin m'annonce que j'ai 1 an à vivre, ça me rendrait très triste. Ça veut dire que ma mère va mourir dans mon 1 an. Donc ça me rendrait terriblement triste. Mais non, je sais pas, je vivrai à fond. Et puis tant pis, c'est pas grave, la vie est belle. Je veux dire, et elle continue. Tu ferais tout à fond quoi, c'est ça? Bah ouais, non, je pense que je ferais tout comme maintenant. Ouais, je ferais tout comme maintenant. Est-ce que tu crois au hasard rapidement? Au hasard? Ouais, le hasard, ça te parle? Je pense, oui, peut-être. Ouais. Enfin, ouais. Non, bah oui et non. Bah ça dépend. Ça dépend des situations. Je sais pas. Je ne crois qu'en la force. J'en sais rien, je sais pas. Bah en fait, ce qu'il y a, c'est que je joue ma vie à pile ou face parfois. C'est-à-dire que quand je suis dans une situation complexe, je joue ma vie à pile ou face. Je me dis par exemple, je sais pas, est-ce que je veux un croissant ou un pain au chocolat? Pile le croissant, face le pain au chocolat. Et parfois ça tombe sur pile et c'est un croissant, mais j'avais en fait envie d'un pain au chocolat. Et qui fait que la pièce ne me dit pas que choisir, mais elle me dit que j'ai déjà fait le choix. Et elle me confirme que j'ai déjà fait le choix, en me donnant le bon choix ou en me donnant le mauvais. Elle me dit, tu vois, qu'importe le choix que je vais te donner, toi tu l'as déjà dans ton cœur. C'est dans Matrix ça. C'est l'oracle qui dit ça. Le choix, tu l'as déjà fait. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est comprendre pourquoi tu l'as fait. Donc le hasard, finalement, c'est qu'une succession de choix.
on arrive à un moment donné, on arrive à un instant T, parce qu'on a fait le choix, enfin on a fait une conséquence de choix qui nous amène là. Maintenant, pourquoi on en est là? Ça, c'est une autre histoire. Tu joues à pile ou face, aussi ton côté professionnel aussi. Genre si t'as des choix à faire, aussi tu fais pile ou face. Bah oui, tout le temps. Ah oui, tout. Ah ouais, tout. Tout. Mais juste, mais parfois, mais c'est pas forcément. Mais je suis pas, voilà, c'est ce que je dis. Je suis pas ce que me dit la pièce. C'est juste pour savoir vraiment ce qu'il y a en moi. Simplement parfois, voilà, une petite technique de triche pour pouvoir être sûr de ses choix. Tu te rassures quoi, c'est ça? Ouais, je me rassure. Ouais, c'est ça. Je me rassure. Je suis un mec comme ça, moi. Pour illustrer du coup cette notion de hasard, j'ai une liste de mots avec moi. Il y a 30 mots. Et chaque mot est associé à un nombre. Et tu vas me dire un nombre entre 1 et 30. On va voir où est-ce que le hasard t'amène. 12. C'est le courage. Tu vois, c'est pas. En fait, je vais te dire un truc, c'est même pas un hasard ce chiffre 12, parce que c'est la réponse de mon père à absolument tout. Quand je disais papa, je peux te poser une question, il me répondait 12. Hein? Donc finalement, c'est simplement lui qui m'a donné son 12 et là je viens de te le ressortir. C'est le courage. Alors. Donc est-ce que j'ai eu le courage? J'ai pas justement eu le courage de vraiment laisser le hasard faire. J'ai plutôt pris ce que mon père m'avait donné. Donc finalement, non, je pense que je suis un gros lâche en fait. Moi je suis sûr d'être un gros lâche. Je fais 10 km à pied parce que je suis incapable de me lever le matin à 4h30. Hein. Il y a quand même un côté courageux quand même. Je sais pas, j'en sais rien. Moi je vis à fond et puis je sais même pas ce que c'est vraiment le courage. Qu'est-ce que c'est le courage? Tiens, dis-moi ce que c'est le courage, je vais te dire si je le suis. Marcher pendant 2 heures. Ah ouais matin, tu vois, trouves que c'est du courage? Ah oui, bah alors là, tous oui. les jours, tu vois. Oui, mais je pense que tout le monde peut le faire, ça. Donc tout le monde est courageux. Ah, donc ça c'est génial. Ah, mais ça c'est bien. Ça me plaît, ça. Ça me plaît, ça. Tout le monde est courageux alors. Vas-y, un autre chiffre. T'as pas 42? Bah non, t'as pas 42. J'ai pas 42, je suis arrêté. Allez, 24 ou 25? 24, faut choisir 24 ou 25? Allez, 24. La santé. La santé. Eh bah, bonne santé. Ça te parle la santé? Ça me parle la santé? Ouais, la dernière fois que j'étais malade, vraiment malade, parce qu'un rhume pour moi ça compte pas. Mais la dernière fois que j'étais vraiment malade, c'était la varicelle. Ouais, c'était quand ça? Quand j'étais bébé. Ah ouais, quand t'étais bébé, du coup, là, ça fait. T'es pas souvent malade quoi? Non. Et j'ai jamais pris de médoc de ma vie. Jamais. Je crois j'ai dû prendre un sirop contre la toux quand j'étais tout petit, et puis après c'est passé, c'est fini. Tu penses que ça y joue quand on est bien dans sa tête, niveau maladie, ça y joue aussi? On a moins de maladies? Quand on est bien dans sa tête, on a moins de maladies? Genre, je sais pas. Ah oui, tu veux dire quand on est apaisé psychologiquement? Ouais, ça, ouais. Je sais pas du tout. J'en sais rien. Je ne suis absolument pas médecin. Mais ça se trouve, j'ai 1000 cancers. Ça se trouve, j'ai un sida du chétan, tu vois. Mais je le sais pas du tout. Parce que je suis tellement à fond dans ma vie, je suis tellement heureux et je prends tellement jamais de médoc que je vois même pas les effets secondaires. Mais j'en sais rien. Mais ça se trouve, je suis grave malade et je le sais pas du tout. Mais je prends jamais de médicaments. Mon père, en fait, si tu veux, mais ça aussi, c'est un truc que tu vois, tout vient de mes parents. Mon père, il a jamais pris de médicaments de sa vie, sauf une fois quand il a eu un ulcère. Et donc là, il était obligé de prendre un médoc. Mais sinon, il en a jamais pris. Qui fait quand il a eu son cancer et qu'il a commencé la chimio, les médicaments ont été hyper efficaces. Il avait quoi? Il avait 80, un peu plus de 80 ans. Oui, je ne connais pas l'âge de mes parents, mais ça c'est autre chose. Mais il avait plus de 80 ans. Les médecins pouvaient pas l'opérer. Ils lui ont donné la chimio sans espoir. Et là, quoi, 3 mois après, ils étaient totalement choqués. Ils lui sont allés le voir et ils ont dit bah, vous avez vaincu le cancer, monsieur. C'est-à-dire qu'il restait quelques cellules cancéreuses dans son corps, mais il pouvait vivre avec. Et ils étaient totalement choqués. Ils étaient là en mode bah désolé de vous avoir dérangé, limite. Donc c'est je pense pour ça que moi non plus je prends aucun médicament. Et je m'en sors très très bien. Enfin je pense. Mais Ouais, encore une fois j'en sais rien. T'es en pleine forme là, je te vois, c'est cool. Ouais, je vais être comme ça Ouais. moi. Est-ce que j'aime bien demander aux gens c'est quoi tes 3 clés pour réussir, et du coup Eddie c'est quoi tes 3 clés pour ne pas réussir? Pour ne pas réussir. Ouais. Ce qu'il faut faire pour être sûr pour pas réussir. Oh bah tu fais C'est rien. projet bien sûr. Tu fais rien du tout, je pense. Là tu réussis pas. Tu attends que ça arrive. Tu attends. Ah, ça c'est un truc. C'est un truc parce que j'ai plein j'ai rencontré des gens qui me disaient moi j'aurais bien aimé être comédien, mais je veux qu'on me repère. C'est-à-dire je veux pas aller dans les castings, je veux pas me bouger, je veux que je sois dans un bar en train de touiller mon café et que là il y a un réalisateur qui me regarde et qui me dise c'est toi que je veux. Jamais de la vie. Alors ça peut marcher une fois peut-être pour quelqu'un ou deux ou allez on va dire 10, mais ce sera pas toi. Donc ça si t'attends ça toute ta vie c'est sûr que bah tu vas pas réussir.
Ouais, donc rien faire, être mort. Non, je sais même pas. Si tu veux réussir à. Bah non, c'est vrai. En plus, ça dépend. C'est quoi la réussite? Parce que si tu veux réussir à ne pas être repéré, à rien faire du tout, c'est compliqué encore. Non, je pense rien tenter, attendre que ça se passe et tout critiquer. Tout critiquer sans rien faire. C'est-à-dire juste dire ça c'est nul, mais rien faire pour l'améliorer. Ou rien faire pour le changer. Ça me rend ouf aussi. Les gens qui font ça. T'en rencontres beaucoup des gens comme ça? J'en vois beaucoup dans les médias. J'en rencontre beaucoup. Ouais, il y en a quelques-uns quand même. Mais je les titille un peu. Je leur pose des questions. Je fais alors ok, bah pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah je sais pas, moi je suis pas là pour ça, mais c'est juste nul ce que tu fais. Ah bon bah alors ok. Mais ouais. Je pense que ça aussi, ça c'est les 3 clés pour ne pas réussir. Ne rien faire, critiquer. Ouais. Est-ce que tu donnes encore des ateliers Eloquentia? Ouais. Ouais. Tu donnes encore? Ouais, je fais ça beaucoup. J'adore. C'est-à-dire que mon père m'a toujours dit une connaissance est inutile si elle n'est pas transmise. Je connais pas énormément de choses, mais prendre la parole publique, c'est quelque chose que j'arrive à faire, que j'aime faire en plus. Et si je peux transmettre cet amour, cette connaissance que j'ai, c'est avec grand plaisir. Donc ouais, je donne encore des ateliers un peu partout dès que je peux. Ouais, ceux qui connaissent pas Eloquentia, pour rappeler, c'est des ateliers qui donnent sur la prise de parole en public. Il y a du théâtre aussi, il y a de l'écriture et il y a des formateurs. Ils font ça dans les collèges, lycées, c'est ça hein, si je me On fait ça partout maintenant. Partout. Vraiment, on fait ça vraiment partout. C'est un truc de fou. Cool, on va on est même à l'international. Je crois que je les ai vus partir, je sais pas, en Italie l'autre jour, un truc comme ça. Ah non, je regarde pas mon téléphone, j'ai une notification, je suis désolé, pardon. J'ai vu que j'avais un message de lui encore en plus. Je demande pardon à la personne qui m'a envoyé un message, je ne vais pas le lire tout de suite. Mais oui, Eloquentia part à l'international aussi maintenant, donc c'est formidable, on est partout. Et l'idée, en fait, la base d'Eloquentia, c'est de se dire qu'on n'a plus besoin de nous à un moment donné. C'est de se dire que tout le monde prend la parole naturellement, que les institutions le font naturellement, qu'on donne la parole aux jeunes naturellement, aux moins jeunes naturellement, qu'on s'écoute naturellement, qu'on débat vraiment, pas juste j'ai une idée, je te la donne et c'est tout, mais plutôt j'ai une idée, t'en as une, on fusionne nos idées, on essaye de s'améliorer, c'est plutôt ça l'idée. Et donc oui, Eloquentia, vraiment son but principal, c'est que tout le monde prenne la parole, qu'on s'écoute. C'est important et on fait ça partout. Et donc l'idée des ateliers, c'est justement d'arriver à faire en sorte qu'on puisse argumenter. Qu'on puisse pouvoir... Désolé, je suis un petit moment de flou parce que le serveur s'est mis à jouer au foot avec une note. Ça m'a un petit peu perturbé. Pas l'image. J'avais envie de lui piquer la balle. Commencer à 1 contre 1 contre lui avec lui. Mais... Bah, encore une aparté, désolé, ça commence à être incompréhensible. En gros, Eloquentia, c'est une association à la prise de parole en public qui est née dans une université qui était un concours d'éloquence, qui était accouplé à un concours d'éloquence. Et maintenant, les formations se font dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires, dans les entreprises, qui se font dans les MJC, qui sont dans les centres culturels, qui se font même avec les mairies et qui se font même à l'international maintenant. Renseignez-vous, allez sur internet, tapez Eloquentia et vous trouverez toutes les informations requises. C'était l'instant pub, l'instant promo. Et si vous n'avez pas vu à voix haute, sachez qu'il y a une superbe promotion sur le livre Portez sa voix plus le DVD à voix haute, à moins de... Je n'ai pas le prix. Oui, je sais pas, ça doit être dans les 24 €, 26 €. Peut-être, ouais. Mais oui, j'ai acheté le livre, ouais, c'est cool. Il y a toutes les clés, toutes les billes pour se lancer et faire ses propres ateliers. C'est ça. Et si tu veux faire un combo, t'achètes Porter sa voix, La parole est un sport de combat de Bertrand Perrier et Avoir raison avec Schopenhauer de Guillaume Préjean. Voilà. Tu fais un petit combo et là, Et bim. t'es chaud patate. C'est quoi tes projets, tes défis pour la suite? On va terminer avec ça. Continuer à être heureux toute ma vie. C'est mon plus gros défi. Parce que là, je suis heureux, je suis parfaitement heureux, je suis parfaitement bien dans ma vie. Les gens me disent non. Quand je dis ça, ils me disent c'est pas possible, etc. Mais moi, je le ressens, donc je me dis ok, cool. Moi, je le ressens comme ça, je suis vraiment très heureux. Mais je sens que ça peut changer. Je sens que, je sais pas pourquoi, mais il peut se passer un truc. J'en sais rien. Je pense que, ouais, je suis inquiet de rien en fait là. C'est pas que je suis inquiet de rien, mais j'ai pas vraiment de choses qui me font peur. J'ai pas vraiment j'ai pas de truc quoi. Je me dis ça va peut-être changer. Mais donc mon plus gros défi, c'est de continuer à être heureux, de vivre comme ça, de faire en sorte que tout le monde sache que la vie est belle. Parce qu'il y a des gens qui l'ont oublié, c'est dommage. Ça c'est le plus gros défi. De faire en sorte de savoir au monde entier qu'on a le choix. C'est tellement important ça. Enfin non, ça c'est pas mon défi parce que j'y arriverai sûrement pas, déjà pas tout seul. Si j'y arrive, c'est plutôt on y arrive. Mais faire en sorte que tout le monde sache qu'on a le choix. Par exemple, c'est un truc tout bête. Hein. J'ai pas le droit de dire ça sur une information, je crois, c'est interdit par la loi. Balance, tu peux. Mais non, je crois vraiment qu'on n'a pas le droit parce que c'est... Enfin bref. Là, tu peux, tranquille, c'est ouvert. Si la totalité de la population, comme les gilets jaunes, mais en plus fort.
si la totalité de la population décide de changer tout le système, de dire Macron, les présidents ça dégage, de dire la politique telle qu'on la connaît ça dégage, le Parlement avec des mecs corrompus ça dégage, le Sénat avec des mecs corrompus ça dégage, le fric ça dégage, bah ça dégage en fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas nous qui avons le pouvoir, mais c'est nous qui pouvons faire évoluer les choses. Et ça, parfois on n'en a pas conscience. À chaque fois que je discute avec des seniors, c'est pour pas dire des vieux, ils ont abandonné. Je leur parle du monde parce que je leur parle de comment je vois le monde, comment je vois les choses, comment j'aimerais que les choses évoluent, comment je me dis ce qu'on pourrait faire. Ils me disent mais... Ils rigolent et ils me disent ah moi aussi à 20 ans je pensais à ça. Ils me disent mais les choses changeront jamais, personne veut changer, etc. etc. Tu verras quand tu seras plus grand. Mais voilà c'est ça. Et moi dans ma tête je me dis mais c'est sûr qu'avec une mentalité comme ça on a perdu. Mais si vous arrêtiez de perdre votre temps à dire que les choses ne vont pas changer et que c'est fini, si à la place, tout le temps où vous avez dit ça, vous vous étiez bougé le cul pour faire changer les choses, et les choses auraient changé. C'est vrai. C'est qui l'État? C'est qui l'État? On a l'impression que l'État c'est le gouvernement actuel, c'est le président Macron avec tous ses ministres, etc., etc. Mais non, l'État c'est nous. S'il y a quelque chose qui nous gêne dans l'État, et ben c'est à nous de changer cet État vu que c'est nous l'État. Et on l'a oublié peut-être ça aussi un petit peu. Enfin beaucoup l'ont oublié, je pense. Enfin c'est pas qu'ils l'ont oublié, c'est qu'ils y pensent pas. Je crois que c'est ça en fait. C'est que les gens ils pensent pas parce qu'on a plein de problèmes, on a plein de soucis. Il faut penser à manger, il faut penser à se loger, etc. etc. Mais c'est important quoi tout ça. Tu parlais des personnes plus anciennes. Est-ce Ouais. qu'il y en a eu qui t'ont dit ouais t'es jeune de toute façon, toi tu connais rien à la vie et tout, tu sais, Ah t'as oui, pas eu bien mon sûr. parcours et tout, t'es bien t'es sûr. encore un padawan, tu vois, t'as déjà eu ça? Ah ouais. Comment Ah tu fais bah pour oui. réussir comment t'as fait en fait pour Bah la plupart du temps Comment ils ça ont raison en fait finalement. Parce que parce qu'ils me disent ça. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai beaucoup discuté avec mon père et mon père était un vieux monsieur et je me suis rendu compte que les vieux c'était l'avenir. C'est-à-dire que le savoir que détient un ancien c'est incroyable. Donc à un moment donné je suis allé dans des maisons de retraite et j'ai discuté avec des personnes bien plus âgées qui avaient justement l'expérience d'une vie pour un petit peu voir, pour un petit peu savoir, pour un petit peu comprendre comment ils étaient arrivés là, etc. etc. Et ils me disaient ce genre de phrases. Et quand ils me parlaient, je me rendais compte à quel point ils avaient raison finalement. Et je me dis, oui, finalement. En fait, par exemple, on peut pas changer les choses quand on a ce mode de vie-là. Quand on a ce mode de vie justement où on s'enferme. On s'enferme dans une société, dans une routine, dans un carcan qui fait que, pas métro, boulot, dodo, mais plus payer toutes les factures, payer les factures, payer à manger, payer ça, avoir assez d'argent pour les enfants, etc. etc. C'est pour ça que quand je dis que pour réaliser ses rêves aussi, la notion de sacrifice elle est importante. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se dire... il faut faire des gros sacrifices finalement quand on a des rêves de grandeur. C'est très, très, très très dur de sacrifier son confort. peut-être sortir du cadre aussi qui est... Oui, Les gens sortir du cadre. Bah oui, c'est sortir du cadre. Mais sacrifier son confort, je veux dire, c'est hyper dur. Qui aujourd'hui, qui a un smartphone dans les mains, pourrait dire très bien, je vais vivre sans téléphone portable pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, 10 ans pour améliorer la vie sur Terre, pour améliorer la planète, pour améliorer la vie de ceux qui fabriquent les téléphones portables. Qui se dira, ok, je vis sans internet pendant 1 an, 10 ans, pour justement faciliter la vie justement de la planète, de l'écosystème, etc., etc. Qui pourrait dire ça? Je suis pas sûr. Moi, je suis même pas sûr de pouvoir le faire. Même je suis sûr de pas pouvoir le faire. Il y a des choses comme ça. Mais voilà. Il y a une solution à tout, mais la plupart du temps, la solution n'est pas forcément facile à prendre, facile à entreprendre et à entrevoir. Merci. Est-ce qu'il y a un thème que tu aurais aimé parler qu'on n'a pas parlé? Je sais pas. Non, ça va. Ça va, tranquille. Ça va. Où est-ce qu'on peut te parler. retrouver, Eddie, du coup? On peut me retrouver. Ça fait bizarre parce que. Retrouvez-moi Où est ce Charlie soir. Où est Eddie Eh ben, pour l'instant, pas à beaucoup d'endroits. Parce que je suis toujours retourné sur les fantômes de la rue Papillon. Suivez la page Facebook, la page Facebook des fantômes de la rue Papillon pour savoir où sont les dates de tournée. Je crois que la prochaine date c'est le 23 février à Mitry-Mory. De toute façon, je mettrai tout en description, t'inquiète. Chouette. Sinon, sur mon Instagram, en ce moment j'ai créé un nouveau concept qui s'appelle Radio Content. Radio Content, la radio on est toujours Content. Yes. C'est ça. Et donc voilà, donc je fais ces petites vidéos qui m'amusent. Et en mars, mon spectacle, je serai sur scène avec mon spectacle. Voilà, je le dis haut et fort. Normalement, il devait être fin janvier de l'année dernière. On viendra nous voir, t'inquiète pas. Yes. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast? Oui, la vie est belle. Merci beaucoup, à bientôt.
Retrouvez le podcast La Vraie Liberté tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.